Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va regarder Mélenchon et Louis Boyard qui recadrent une députée macroniste sur forcément ce qui va se passer à la rentrée le 10 septembre. Il y a un appel de masse pour manifester, pour pour un peu dégommer le gouvernement Bayrou et ainsi de suite. Donc Mélenchon s'exprime là-dessus, Louis Boyard aussi. On reviendra aussi sur une émission avec Rémi Broman qui parle de Gaza, bien évidemment. Ça sera en deuxième partie de vidéo. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Voilà. Et pour contextualiser avant de regarder ces vidéos-là, pour ceux qui nous regardent aussi un peu de l'étranger, il faut savoir qu'il y a un appel le 10 septembre de presque tout le monde à manifester pour tout. C'est-à-dire que vraiment pour tout, la situation dans les hôpitaux, des fonctionnaires, la rentrée scolaire, les coupures, enfin de tous les domaines. Et donc forcément, le gouvernement français a toujours utilisé des diversions, des polémiques stériles pour faire oublier le peuple. C'est comme l'Algérie. Récemment, on a eu l'Algérie. On a parlé énormément de l'Algérie. Par exemple, est-ce que vous condamnez le Hamas? Ça, ils ont tenu grâce à ça pendant 8 mois, ce qui est assez phénoménal. On a l'Algérie. Et donc, là, le peuple français et Mélenchon, Louis Boyard, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que le 10 septembre, on sortira dans la rue pour parler de la situation des Français. Arrêtez d'essayer de nous divertir sur des futilités. Donc voilà. Donc on va écouter d'abord notre très cher Louis Boyard et après on écoute Mélenchon. Donc il discute avec une députée, enfin il remet en place une députée macroniste. Écoutez ça. Hop. Vous pouvez pas, madame la députée macroniste, arriver sur un plateau et dire le peuple français, la France insoumise mettrait le chaos. C'est vous qui organisez le chaos en vous comportant comme des autocrates en permanence, en pensant avoir raison au-dessus de tout le monde. Vous pensez toujours avoir raison au-dessus de tout le monde. Là, actuellement, ce sont les mêmes ministres que les Françaises et les Français voulaient voir partir. Voilà que les Françaises et les Français n'ont pas voté pour voir les moyens réduits dans l'hôpital public, pour voir des postes de professeurs supprimés, pour voir que les 500 plus grandes fortunes qui ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est président n'aient aucune taxe, rien du tout. Je vous dis encore, ce n'est pas avec des slogans, avec des éléments comme bloquons tout que l'on va avancer. Moi, je vous invite plutôt à venir au Parlement et à débattre et à proposer des avancées pour les Françaises et pour les Français. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous venez de dire. Au Parlement, on fait pas que débattre. Au Parlement, on vote. En fait, j'aimerais bien pouvoir voter, sauf que ça se fera par 49.3. Et quand vous dites attiser les colères, pardon, les colères, elles existent à cause de vos politiques qui non seulement n'ont pas fonctionné, mais en plus ont été sanctionnées par les Français. Donc, quand vous avez le peuple français qui dit « Attendez, on fait des manifestations comme ça a été fait pendant la réforme des retraites, vous ne les écoutez pas. Ils votent, vous ne les écoutez pas, vous vous maintenez au pouvoir. Et maintenant que vous avez le peuple français qui sort dans la rue, vous commencez à dire « Ah non, il faut entrer dans le dialogue. » En fait, les gens veulent pas discuter avec vous parce que vous avez perdu les élections. Quand vous perdez des élections et que vous voulez rester au pouvoir, ça met le chaos. On vient déjà de dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Les forêts ont brûlé cet été. Ça met le chaos. Quand on n'a pas un professeur devant les salles de classe, 11 millions d'heures qui sont pas remplacées, que vous avez des élèves qui perdent l'équivalent d'une année scolaire, ça met le chaos. Quand vous avez des gens qui attendent 4 à 5 heures aux urgences parce que eux ont baissé les budgets dans les hôpitaux, ça met le chaos. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est les gens, effectivement, il dit quelque chose d'intéressant. Elle utilise, les éléments de langage, vous mettez le chaos, ceci, cela. Non, il le dit clairement, ce ne sont pas des slogans. Les Français, et là, moi, je suis un partisan, et je vais dire une chose. Les Français ont voté pour la LFI, pour l'extrême gauche, le Nouveau Front Populaire, et pour le Rassemblement National. Donc, au-delà de tout ça, ça veut bien dire que les Français en ont marre de la Macronie et du PS et de la droite, qui ont été au pouvoir et qui ont trahi les Français. Et donc, ils ont voté pour dire non à la Macronie. Et pourtant, c'est qui qu'on a au pouvoir ? Ceux pour qui on n'a pas voté. Donc c'est quand même assez cocasse. C'est ce que veut signifier Louis Boyard. Et que les Français, s'ils sortent dans la rue, c'est pas qu'ils ont envie de se promener ou autre. C'est pas pour faire le nombre de pas dans la journée qu'il faut. C'est parce qu'ils ont voté et que le vote a été trahi parce qu'on est dans une dictature. On est dans une dictature 2.0. Les Français ont voté. Les Français n'ont pas voté pour justement qu'il y ait moins de policiers en France, qu'il y ait moins d'hôpitaux, qu'il y ait moins de services sociaux, qu'il y ait plus de professeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas voté pour ça.
Donc il y a une problématique. Il y a quand même, on n'a pas voté pour soutenir par exemple Israël, pour accepter les droits de douane avec Trump. Un véritable patriote français, qu'il soit de gauche ou de droite, je sais pas là, il dirait à Trump, je suis désolé, on n'accepte pas ces droits de douane. Soit vous mettez ces droits de douane, soit ben nous on décide de faire du business finalement avec la Chine et la Russie. On négocie. Mais là, on a des carpettes au pouvoir qui sont illégitimes. Donc merci à Louis Boyard d'avoir recadré ces députés qui, on le voit, est en panique et essaye de calmer les tensions, on va dire ça comme ça. D'essayer de dire, bon, on peut discuter, on peut avoir un dialogue, etc. Est-ce que Louis Boyard, tu n'aurais pas besoin d'une petite valise avec 100 000 balles dedans? Non, il est pas achetable, donc circule, il n'y a rien à voir, ma petite. Ce qui nous permet de passer à Jean-Luc Mélenchon et il va s'exprimer et le journaliste va essayer de le piquer. Et moi, j'aurai un petit avis à proposer et vous me direz vous ce que vous en pensez. Écoutons ça ensemble. C'est en 2 vidéos, en 2 parties. L'effort est inéluctable. Lui dit l'effort est inéluctable et vous répondez grève générale. Qui va payer la dette? Je viens de vous le dire, je vais bien recommencer une 2e fois. Les riches, seulement les riches. Il faut pas que tout le monde participe, que l'effort soit partagé par tous. Attendez, vous faites les questions, les réponses, tout, monsieur le boss. Non mais allez-y, on a 45 minutes. Non mais ça fait déjà 2 fois que vous répétez la même. Alors je veux bien recommencer une 3e fois. Vous êtes habitué aussi à répéter beaucoup de choses. Oui, mais c'est mon boulot de le faire, mais d'habitude c'est pas le vôtre. Vous posez parfois. Des questions, vous répétez des réponses. Pour avoir des réponses un peu plus précises. Ah voilà, je viens de dire. Monsieur Bayrou a dit, vous avez entendu comme moi, il me faut 43 milliards. Je vais vous dire où les trouver. Les super profits, ça représente 13 milliards. Les multinationales que l'on fait payer en France sur leur chiffre d'affaires, c'est 26 milliards. Total 39, il lui en fallait 43. Eh bien, très bien, rétablissez l'impôt sur la fortune et vous récupérez 4 milliards. Tout ça, ça fait plus que ce qu'il a lui-même annoncé. Donc je viens de vous répondre. Je ne suis pas en train de vous dire je n'en ai rien à faire. Si vous voulez trouver 40 milliards cette année, je vous dis, commencez par mettre à contribution ceux qui ont largement de quoi faire. Monsieur Lesbos, vous savez de qui je parle quand je parle par exemple de la taxe sur les patrimoines? De 147 personnes. Donc, en tapant moins d'1%, on soulage le 99%. Quand je vous parle des multinationales à qui on peut prendre 26 milliards, c'est seulement en leur demandant de payer l'impôt qu'ils doivent dans notre pays. L'impôt sur la fortune, il était en vigueur jusqu'à il y a encore maintenant 7 ans, depuis que monsieur Macron. Donc, ne me dites pas que je dis on laisse aller. Par contre, si vous m'interrogez sur la politique qu'il faut faire pour remplir les caisses, alors je vous réponds, couper dans les dépenses est une des solutions. On détruit le service public et on compte que le marché prenne sa place. Ça ne s'est produit nulle part. Couper dans les dépenses, c'est ce qu'ils font. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça ralentit la machine économique. En France, 53% de la croissance, c'est la consommation populaire. Si vous relancez à ceux qui ont le moins en leur donnant de quoi, alors ils achètent et la machine se remet en route. Et là, ce qu'est en train de dire Mélenchon, moi qui étais chef d'entreprise, qui était commerçant, et je le rappelle, ça a étonné beaucoup de gens à gauche comme à droite, ça a étonné tout le monde, sauf les chefs d'entreprise, de savoir que, je parle du programme de la France Insoumise, la majeure partie des chefs d'entreprise, des PME, des petites et moyennes entreprises, soutenaient le programme ECO, j'ai bien dit le programme ECO, de Jean-Luc Mélenchon. On parle pas de sujets sociétaux, etc. Et ça a surpris beaucoup de monde. Il faut savoir que, en tant que chef d'entreprise, on sait ce qu'il se passe, on sait comment faire des bons chiffres ou pas, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mélenchon parlait aussi d'augmenter le SMIC, et ce qui va augmenter forcément le pouvoir d'achat et la consommation. Sachez une chose, c'est que si, comme en Espagne ça a été fait, comme dans certains pays, par exemple, aussi je vais vous parler du Japon, j'ai vécu une période au Japon, je me rappelle, une fille avec qui je sortais, travaillait à McDo, était payée 3000 balles, 3000 euros, l'équivalent de 3000 euros, sachant que le Japon c'est moins cher qu'en France. Hein. Quand tu vis à la japonaise, c'est moins cher. Hein. Et ça consommait. Elle consommait. Les Japonais consomment. Ils gagnent bien leur vie et ils consomment. Ils achètent, ils vont tout le temps au restaurant, ils sortent et ils vivent la belle vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée de l'emploi, forcément. Ils sortent tout le temps au restaurant, ils vont tout le temps sortir, s'acheter des vêtements.
ça crée de l'emploi et donc moins de chômage et ils cotisent, ceux qui travaillent forcément ils cotisent et c'est en fait c'est un cercle, ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et donc Mélenchon, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que de encore plus matraquer les classes moyennes et populaires, les petits commerçants et réduire sur le pouvoir d'achat du français de base, ben en fait, ça va faire que qu'empêcher ces gens-là d'aller au restaurant, de sortir, de faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, il suffit juste de débloquer les gens à consommer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et de facto, ça va améliorer la situation des Français. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez sur ce sujet-là. Et on poursuit. J'aimerais revenir sur ce passage-là, où le journaliste décide de taquiner Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais il a affaire quand même à un 5e dan. Hein, voilà. C'est pas le premier qui a essayé. Il va s'en mordre les doigts. Écoutez ça. Vous aimeriez que je dise non et que demain on ait un débat, il a dit non, l'autre a dit oui. Écoutez, tout ça est un bal masqué. Vous avez Madame Tondelier, et dont la spécialité est la pique distribuée à tout le monde, y compris à ses propres amis, et cette femme qui a refusé une liste commune aux élections européennes, qui nous traitait de forceurs quand on a insisté, tout d'un coup se prétend super unitaire, mais ses amis passent leur temps à dire tout sauf les insoumis. Bah là, elle vous propose une candidature commune. Pourquoi vous dites non cette fois-ci? Mais attendez. Vous avez peur de perdre la primaire? Oui, voilà, c'est ça. Vous avez trouvé la bonne réponse. C'est une annonce que vous nous faites. Voilà, c'est une annonce que je vous fais. Et accessoirement, je vous dis une chose. Je ne voudrais pas que la France ait de nouveau le spectacle pitoyable qui fut celui de la primaire des socialistes. C'est-à-dire, et que je te cause, et que je te fais des réunions, et que ceci, et que cela. Tout le monde vote, et quand le vote est fini, le vote est à peine fini, que le candidat numéro 2 fiche le camp avec Macron, c'est Monsieur Valls, et que tous les autres, c'est-à-dire que la primaire n'a jamais réglé le problème politique de fond, qui est l'opposition éventuelle entre deux lignes. Monsieur Valls et Monsieur Hamon avaient deux lignes complètement différentes. D'accord, ils ont fait... Ah bah vous êtes d'accord, donc tout va bien, passons à la question suivante. Alors, pour ce qui est dit, je suis totalement d'accord avec Mélenchon. Alors, il est demandé de faire un vote pour tous les électeurs de gauche pour savoir qui va représenter la gauche. Mélenchon te dit non. Alors moi, je vais vous dire une chose très simple. Le PS a déjà été au pouvoir, ils ont trahi, tout le monde s'en fiche en fait. Maintenant, il reste plus, excusez-moi de vous dire ça, il reste plus que la France insoumise, l'extrême droite, le RN, et maintenant il y a la figure de Dominique de Villepin qui monte. Mais à gauche, je suis désolé de vous dire ça, vous êtes des ingrats. Vous ne pouvez pas vous mettre à la table. Moi, je suis un partisan. Je pense voter Dominique de Villepin. C'est quelqu'un qui compte voter Dominique de Villepin qui vous parle de Mélenchon. Je suis désolé de vous dire ça. Mélenchon, pendant que tout le monde était à gauche, la gauche n'existait plus, Mélenchon est venu, a pris le terrain, il l'a labouré, il a posé les fondations, les briques, et tout le monde lui crachait dessus. Et quand je dis tout le monde, je parle de la gauche. Il est venu, il a posé les fondations, il a posé les briques, il a construit la maison, il a mis un coup de peinture, il a fait la piscine, il est parti acheter une citronnade, il l'a fait lui-même, fait maison, il a mis le canapé, le homestaging, etc. Etc. Et là, il commence, et forcément, d'un seul coup, les gens se disent, bon, bah, c'est beau, c'est intéressant, on va pouvoir venir. Et les gens de gauche se disent, bah, ah, la maison gauche existe encore. Et quand Mélenchon se pose, après avoir tout fait, ça, il se pose sur le canapé et il dit, s'il vous plaît, à tous les autres qui sont arrivés, qui sont en train de faire la fête, en train de prendre un petit, en train de bronzer et plonger dans la piscine que Mélenchon a fait. Mélenchon dit, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de ma citronnade que j'ai fait, s'il vous plaît, j'ai un peu mal au dos, je vais juste me reposer 2 secondes. Oh mon Dieu, dictateur, il se prend pour qui? Sexiste, machiste, il me demande ça parce que je suis une femme, pourquoi? Il a pas honte, qui dégage le vieux papy? Ce sont des ingrats. À gauche, je suis désolé de vous dire ça, il n'y a que Mélenchon. Stop. Il y a pas à débattre. Je répète, je voterai pour Villepin. C'est le seul qui a une colonne vertébrale, c'est le seul qui a resté dans sa ligne partisane, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Donc voilà, et comme il le dit, je veux bien participer à quelque chose, mais c'est une perte de temps. On va faire ces primaires, je vais gagner parce que il n'y a pas à discuter, Mélenchon va gagner. Je vais gagner et au final, vous allez tous les voir en train de dire « Oh, il est antisémite, puis de toute façon, je suis pas d'accord » et ils vont trahir. Alors que Mélenchon, il se dit « J'ai pas que ça à faire.
J'ai pas que ça à faire. Moi, en ce moment, là, il y a la série, il y a la série L'Attaque des Titans que j'ai pas fini. Il y a la série Mercredi. Il y a le nouveau jeu Metal Gear Solid qui va sortir. Ah, et j'ai pas le temps de perdre mon temps avec ces primaires, quand même. Voyons. Donc, encore une fois, je suis désolé de dire ça. C'est quoi ce journalisme à deux balles? Et maintenant, on rentre dans la deuxième partie de la vidéo qui concerne Gaza. Mélenchon, justement, que ce soit à gauche ou à droite, je le répète, parce que nous avons Dominique de Villepin aussi qui dénonce le génocide à Gaza, et c'est l'un des rares, comme Mélenchon, c'est des rares qui ont une colonne vertébrale. Tout simplement. Et ça, on peut pas leur enlever. Hein. Faut être honnête. Donc, écoutons ce que Mélenchon a à dire. Je voudrais vous faire réagir sur cette lettre qu'a envoyé le Premier ministre israélien directement à Emmanuel Macron, lettre qui date du 17 août, où il accuse le chef de l'État, je cite, d'alimenter le feu antisémite en reconnaissant l'État de Palestine. Alors, l'Élysée a d'abord répondu en estimant que cette analyse formulée par Benjamin Netanyahou était, je cite, erronée, abjecte. Emmanuel Macron n'a pas encore directement répondu, mais que répondez-vous à cette lettre qui vise ceux qui, justement, appellent à la reconnaissance d'un État de Palestine et c'est votre... Je me joins à monsieur Macron pour dire que c'est abject. Et monsieur Netanyahou ferait bien de se souvenir qu'il n'a pas l'autorité pour parler au nom des Juifs dans le monde, parce que le nombre de communautés juives qui disent pas en notre nom, vous n'avez pas le droit, monsieur Netanyahou, ce que vous faites représente votre parti politique, votre gouvernement, mais pas les Juifs du monde. Avoir établi cette équation abominable, quiconque critique monsieur Netanyahou est un antisémite, au contraire, propage l'antisémitisme, car des gens de bonne foi peuvent penser que, critiquer Netanyahou, c'est être antisémite. Eh bien, c'est une erreur totale. Et je demande qu'on distingue, comme je l'ai fait sans cesse pendant toute la campagne des élections européennes. Non, nous ne confondons pas un sniper qui tire 95 fois sur des femmes et des enfants avec n'importe quel juif. Non, c'est un Israélien au combat qui se comporte d'une manière indigne. La communauté en France, je vais vous le dire, je vous le rappelle, 100% des manifestations de soutien à la Palestine et contre M. Netanyahou en France, 100% ont vu la participation de l'Union des Juifs de France, qui est une organisation communautaire progressiste. Et donc, on voit encore une position forte de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet, et ce qui nous permet d'arriver à Ronnie Broman, qui s'exprime sur un détail en France, et encore une fois, ça permet de poser la question, et même globalement dans le monde, comment ça se fait que les peuples du monde entier dénoncent la situation à Gaza, et les politiques et les médias soutiennent Netanyahou. C'est un peu en substance ce que va dire Ronnie Broman. Écoutons ça. Je serai obligé de flouter l'image pour les droits d'auteur. Nous sommes tous inégalement coupables. Nous avons une certaine responsabilité, mais enfin ceux qui ont la possibilité d'agir pour empêcher Israël, ou en tout cas sanctionner Israël face à la commission de ces crimes, sont quand même plus coupables que vous et moi, qui n'avons que nos mots, que nos paroles. Les sociétés civiles se mobilisent. Les sociétés civiles se mobilisent, elles sont extrêmement actives, des manifestations ont lieu partout, et d'ailleurs c'est l'occasion de noter que en France, on peut faire l'apologie des crimes contre l'humanité, l'apologie du génocide en défendant bec et ongle le gouvernement israélien. Par contre, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, alors même que la France demande la reconnaissance de l'État palestinien, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, ça peut déboucher sur une garde à vue, voire une inculpation pour apologie de crimes contre l'humanité. Alors que je le rappelle, il y a des chaînes de radio et de télévision et des sites internet ici en France qui passent leur temps à faire l'apologie de ces crimes contre l'humanité en défendant bec et ongle la propagande outrageusement mensongère. Donc là, il signifie le fait que en France, certains qui sortent un drapeau palestinien peuvent se retrouver inculpés pour apologie du terreau, alors que d'autres le font ouvertement et avérés, et bizarrement ne sont pas inquiétés. Ça laisse penser qu'il y a quand même un entrisme assez puissant du côté juridique, du côté des médias et de la politique en France. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur l'Actu Courte. Et je compte sur vous pour vous abonner un maximum et partager.